1, 2, 3, action. De retour, comme si on n'était jamais parti. Aïcha, le bulletin des cousins, Julio Mendy. Et Aïcha, a.k.a. Gaillance. A.k.a. Gaillance, on est de retour. On tenait déjà à remercier tous les auditeurs, auditrices. Merci. Thank you, obrigada, thank you vel, thank you, merci en pile. Tout ça, merci tout le monde. Vous nous donnez la force. La force de faire. DM, comment. Yeah. Donation, vous nous arrêtez dans la rue, c'est comme overwhelming. Donc merci encore de nous écouter. On est vraiment contents, pour vrai. Vraiment arrêté dans la rue. On s'est fait arrêter dans la rue une fois pour se faire dire que notre podcast était bon. Là. Et shout out, sérieux, Claire qui nous a dit ça. Je sais que tu nous écoutes. Là. Merci! Donc ouais, malgré tout, on a toujours besoin de vous, on a toujours besoin de donations, on a toujours besoin de payer nos sessions d'enregistrement ici au studio SF qui prend super soin de nous. Dédicace à Nico. Donc ouais, c'est comme ça que les bulletins de cousins se passent. Donc on voulait quand même remercier. On veut aussi remercier tous les invités qui sont passés jusqu'ici, jusqu'à présent. Merci beaucoup. Aujourd'hui, on est de retour au format original. Tout. Format Aïcha, original. tu nous avais promis quelque chose il y a quelques semaines au début du podcast. Écoute, j'ai dit que on voulait faire un épisode sur Candyman. OK? On va peut-être dériver de la chose un peu, comme on fait d'habitude, mais en restant cohérent. Candyman. Dis-le pas trop. Ah, il n'y a pas de miroir, c'est correct. Mais là, samedi, c'est l'Halloween. Pour ceux qui ne me connaissent pas, l'Halloween, c'est précieux pour moi comme Halloween Noël. freak. Ouais, c'est important. Moi, depuis la fin du mois de septembre, j'écoute des films d'horreur. Je me suis tapé toutes les Buffy, là. Je suis rendue à saison 3. Waouh, t'es courageuse. Ouais, j'avoue, ça a mal lié, Buffy. Mais c'est chill. J'écoute c'est Buffy iconique. avec mon amoureux. C'est iconique, c'est cute look. Cute look. Mais, donc là, on va faire un épisode. On a envie de parler Candyman parce qu'on pense que... Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire en dehors de l'aspect horreur. Il y a beaucoup des rapports raciaux, des trucs à base social justice, gentrification, war on drugs, tout ça, Le quoi. contexte dans lequel c'est sorti aussi, Candyman, c'était dans les années 90 déjà. En 92, mon année. Ouais. C'est ta naissance? Oui. Ah ouais, ok, bonne année. Hey, bonne année. bébé de l'année 92, toi. Écoute. Donc ouais, c'est un film qui est basé sur une nouvelle de Clive Barker, qui était un écrivain anglais, donc il avait sorti beaucoup de fans de l'accent british de Aïcha aussi, shout out, dont je ne suis pas, je tiens à le préciser. But you know, so Clive Barker what he wrote, A Book of Blood. The Book of Blood, ouais. So the volume 5 was talking about, Candyman or some kind of things like that. And it was so amazing that they made a movie about that. Is it right? Ouais, il était de Liverpool aussi, donc loin du contexte de Chicago dans les années 90. Donc c'est une histoire qui a été réadaptée un petit peu à la saveur locale. Mais c'est quand même un film qui avait soulevé un peu de controverse à l'époque parce que le réalisateur Carl Franklin, qu'on avait accusé de juste abuser des stéréotypes sociaux et raciaux. Mais c'est quand même considéré comme un classique malgré tout. Définitivement un classique, mais est-ce qu'il a abusé des stéréotypes raciaux ou peut-être qu'il a mis lumière sur quelque chose? C'est un peu entre les deux bizarrement, mais quand même il y a des gros stéréotypes quand tu vois les mecs qui sortent les gens qui habitent là, les personnages qui sont représentés, genre c'est toujours à base de wesh, casquette à l'envers, et aussi c'est les années 90 quoi, tu vois, c'est donc l'industrie du cinéma entière est cliché comme elle a toujours été quoi, donc il y a pas tellement ça déroge pas à la règle en fait quoi, tu vois. Mais quand même c'est quand même badass de voir un protagoniste, que le tueur en série, que le super vilain soit noir, c'était quand même kiffant, moi je trouvais. The ultimate super villain. Même si pourquoi ça vient avec sa dose de problème. C'est ça. Mais tu sais, j'ai hâte qu'on aille dans le deep pour savoir pourquoi c'est un super villain, pourquoi il voulait tuer, c'était quoi ses motifs. Ok, donc on va faire un peu de spoiler alert. Je vous avertis, si vous n'avez pas vu ce film qui date de plus de 30 ans, ou presque, pardon. Donc ça serait bien de récapituler un petit peu le film en fait. Je te laisse commencer, Aïcha. OK, fait que en gros,
OK. Parce que là, je suis mélangée. Hein. Oubliez pas, là, dans Candyman, t'as le Candyman 1, 2, 3, dans les années 90. Ouais. Ensuite, t'as le Candyman de 2020 qui est 21. réalisé. Ah, c'est vrai. Bon, on va revenir à tout seul, mais il y a aussi le Candyman de Jordan Peele. OK? Fait que t'as 4 volumes de Candyman. Donc là, ça se peut que je mélange les 3 premiers. Parce que t'as re-regardé Candyman 1 et 2. Parce que le 3 était vraiment Ouais. pourri. Moi, je me suis arrêté à 1, le 2, là, j'étais comme... Le 2, c'est vraiment le meilleur, selon moi. Parce que le 2, on comprend vraiment Ouais. pourquoi il est méchant. Je préfère le 1, moi, quand même. Mais pour y aller, donc, c'est l'histoire de Candyman. Candyman, déjà là, il y a un nom vraiment pas mal québécois. Daniel Robitaille. David, Ok. ça, c'est très Montréal-Nord, ça. C'est pas Montréal, non. C'est un nom Québ. Tu sais? Donc là, c'est Daniel Robitaille. C'est genre, c'est comme, c'est un fils, c'est un esclave, dans le fond, dans le sud des États-Unis. Puis lui, il était en amour avec la fille de son maître. Tu sais, comme c'était consentant. Ils ont eu des relations sexuelles consentantes, là. Et elle est tombée enceinte. Elle était encore vierge, je tiens à préciser, juste parce que ça suffisait pas, juste... OK, elle était encore vierge, en plus. Fallait qu'ils prennent ça aussi. Quoi, Elle tu vois. s'est fait enlever sa virginité par un N, parce qu'on ne dit pas ce mot-là. Ah ouais? Oui, c'est vrai. Non, Je On- savais pas, merci. oui, on le dit. En tout cas, ça, c'est un autre On n'est pas discours. obligé. C'est juste que je savais Ah, pas. parce que c'était le courant de la semaine. Mais donc, en gros, cet esclave-là a des relations sexuelles consentantes avec la fille de son maître pendant qu'elle était vierge. Elle tombe enceinte. Mais Il quel veut- affront. Oui, quel affront, tu sais. Parce que, vous savez, dans ce temps-là, c'était vraiment, tu sais, il n'y a rien de pire qu'un homme noir sur une femme blanche à cette époque-là. Je te là. rassure, en 2020, il y a toujours des pères qui psychotent. Hein. Genre, je te dis live, quoi. Tu vois. Donc là, Ah, ma fille. le père était tellement Pas ma fille. fâché qu'il a pris Daniel Robitaille, qui deviendra Candyman, il a mis du beeswax sur son chest nu. Et ensuite, il a coupé sa main. OK? Et avec l'autre main, il a mis un miroir pour qu'il se voit tout dégueulasse. Et là, tu avais toutes les abeilles qui venaient le piquer, tout ça. Il lui manquait une main, il souffrait à cause des abeilles qui venaient le piquer. Et il devait se regarder dans sa souffrance. Et dans cette souffrance-là, son âme est restée emprisonnée dans le miroir. Oui, et là, donc, on remonte après à quelques années et il y a le Cabrini Green, c'est dur à dire, hein, Cabrini Green Cabrini Project, Green. House Project à Chicago. Donc, c'est là qu'il a été lynché et battu à mort. Et donc, au-dessus de ça, il y a comme un real estate qui s'est fait et comme des sortes de logements HLM à l'américaine qui sont construits sur son The corps, en projects. fait. Et voilà, c'est de là qu'a commencé un peu l'histoire et pourquoi il hante un peu l'esprit de ce quartier dans Chicago. Puis c'est un quartier quand même afro-américain, les gens qui sont dans les projects, les HLM, les cités aussi, une TC. Ouais, c'est ça, Le le hood. Capini, c'est ça, le Housing Project qu'on appellerait, je sais pas, ça serait HLM, j'imagine, ou ouais. habitats sociaux, j'imagine. Ouais, on dit HLM. Hein, Et ouais. dans la vraie vie, c'est un quartier qui est quand même connu pour son délabrement et aussi pour tous ses activistes. Je pense à Marianne Stamp, qui est une activiste afro-américaine qui avait milité pour les droits des logements de ces gens-là dans les années 80. Qui avait poussé pas mal de gens à aller voter. Donc ça, c'est en 83, tu vois. Donc c'est 83, ça c'est le temps de Reagan, c'est non? le temps de Reagan et de Ouais. Monsieur W. Bush Oui, Senior. aussi, W. Bush vice-président. Senior. Ouais. Ça, là, pour ceux qui savent pas, là, c'est vraiment une période sombre. T'sais. Le père de Bush, là, c'était, tu vois, il fraternisait avec les nazis. Ouais, il a fait son osé avec les nazis parce qu'il je crois que c'était une sorte de banquier ou qu'il leur vendait Ouais, des armes exact, ou un délire ouais. comme ça. Hein. Mais bon, il a Exact. fait son osé avec Le avec, OG, fait que le père du père de Bush, lui aussi faisait ça, et le père de Bush aussi a pu profiter de tout ça. Et après, avec Reagan, il y avait vraiment depuis l'époque, depuis les années 70, il y avait le War on Drug, OK? Fait que vraiment comme créer des lois anti-drogue, mais qui avantageaient aussi certains groupes ethniques. Donc, c'est vraiment comme bannir le cannabis, tu sais. Ce qui faisait en sorte que c'était vraiment facile d'emprisonner
des gens de minorités visibles. J'ai ce mot-là, là, mais m'excusez du. Mais, vas-y. Mais en gros, il se faisait emprisonner pour des minor crimes, là. Fait que t'as 3 grammes de weed sur toi, tu fais 8 ans de prison, genre, des trucs comme ça. La différence entre les peines requises contre cocaïne, contre le crack. Exactement. Fait que c'est vraiment cette époque-là, tu sais. T'as les HLM, tout ça. Fait que c'est vraiment dans cet univers-là qu'on crée Candyman. Donc on est très loin de la nouvelle de notre ami British de Liverpool. We are so far from him. I knew it was coming. You were calling it with your eyes. C'est comme, vas-y. Et donc, on est quand même loin du contexte, mais ça donne quand même un film qui casse pas mal de codes en matière de film d'horreur pour l'époque, de où ça se passe, même si on joue pas mal sur les clichés. Donc, on a une des protagonistes aussi de l'histoire qui s'appelle Hélène, qui est l'étudiante parfaite, blonde, qui étudie en PhD sur les histoires urbaines. Story about urban stories. C'est vrai, elle a presque le profil parfait, quoi. Tu vois, le profil parfait de genre. Vas-tu à McGill? Presque. Honnêtement, genre, elle aurait pu être de Montréal, traîner dans le Myland et avoir des discussions prétentieuses pendant le brunch avec ses amis, quoi. Ouais. Ça aurait pu être cette personne-là. On la voit. Donc, elle est à Chicago et elle utilise sur les légendes urbaines et elle veut un peu, à la suite d'un article, elle fait son enquête un petit peu sur des meurtres bizarres qui se sont passés dans ce quartier-là. Elle travaille avec une femme noire aussi. Hein? Elle renoue avec une de ses amies, genre du lycée ou je sais pas quoi, qui est devenue aussi, qui étudie un peu dans le journalisme. Et c'est là qu'elle remonte un petit peu, qu'elle commence un peu à s'encanailler, à traîner un peu dans le hood et retourner chez elle dans sa belle maison avec son mari, professeur universitaire, le soir. Et donc c'est comme ça qu'elle commence un peu sa quête de Candyman. Et donc par rapport et suite à ces péripéties, bon, je sais pas si j'en saute trop là, elle devient un petit peu comme obsédée et hantée. Elle est retrouvée sur une scène de crime avec un couteau où elle ramasse un hachoir rempli de sang. Sacrément. Et elle se réveille dans un lit comme tout badigeonné de sang. Mais white privilege oblige, elle se retrouve pas en prison et elle est libérée, quoi, tu vois. Je sais, t'allais dire qu'elle allait être punie, oh merde, elle est dans la merde. Mais non, en fait, elle sort directement. Et voilà, et maintenant Candyman est sur ses côtes. Wow, mais pourquoi Candyman est sur ses côtes? Je pense qu'il y a vraiment un aspect de séduction pendant tout le film. À chaque fois que Candyman il parle avec Hélène, déjà la voix, c'est comme Candyman, il parle comme, tu sais, le 4e membre des Boyz II Men, le mec qui sert à rien, qui fait toujours comme Baby. You know I love you. Ce gars-là, il a comme, j'ai jamais compris ce gars chez Boyz II Men. Candyman, il a la même voix. Il a la même voix, quoi, tu vois. Le mec, le 4e gars dans Boyz II Men qui a 5 secondes par chanson, c'est Candyman et il parle toujours avec Hélène, genre It's because of you, we're gonna save you, bla bla bla. Ici, c'est du miel et les abeilles. Tu vois, il a comme la voix super sensuelle, il lui parle dans les yeux, tu sais, comme bon, il a un peu des mouches, enfin pas des mouches, des abeilles, pardon, qui lui tournent autour pendant tout le temps. Mais c'est quand même, il y a comme un gros aspect de séduction, limite un peu draculesque. Oui, c'est vrai que c'est très draculesque. On verrait pas, tu sais, un tueur en série être autant sensuel comme ça. Et comme elle est hypnotisée, elle est toujours comme hypnotisée à chaque fois que, tu sais, elle fait la petite biche à chaque fois que lui parle, elle est comme genre, j'ai plus de force. Mais c'est un rapport assez intéressant, je trouve, tu vois, racial et de genre. Qu'il y a dans Candyman, tu sais. Il y a, évidemment, c'est toujours la conversation de, tu sais, genre le corps noir et, tu sais, il est quand même filmé, genre, avec une assez grande stature. Il est comme balèze, il a la voix comme les grandes mains. Suave, les grandes mains. Bon, il a un crochet à l'autre bout, mais bon, il est quand même beau gosse, Candyman, quand même, tu vois. Et donc c'est comme il y a vraiment cet aspect de Blanche-Neige en fait qui est séduit par c'est la Belle et la Bête en fait, le Belle et la Bête. Ouais, très Belle et la Bête, tout ça. Puis je pense qu'il est peut-être obsédé par Hélène parce que tu sais on l'a coupé de son amour. Parce que je sais que dans le 2e Candyman, vraiment son retour se fait au sein d'une fille qui est dans sa lignée en fait. C'est une fille blanche qui, elle aussi, veut retracer Candyman, mais au plus elles se rencontrent, Candyman serait son arrière-arrière-grand-père. Tu comprends? Que dans le fond, genre, tu sais... Puis c'est drôle parce que même dans un de nos épisodes, on parle des gens qui sont white passing, même s'ils sont noirs, tu sais. Puis que dans le fond, peut-être que l'enfant que Candyman a eu
avec la fille de son maître, ben c'est une métisse qui passait pour blanche, puis elle a caché toute sa vie qui était son père et toute son histoire. Puis la fille dans Candyman, elle finit par réaliser ça, que dans le fond, c'est son ancêtre, mais il y a quand même encore un rapport de séduction parce qu'il voit, d'après moi, son lover. Là, c'est vrai que dans le 2, c'est très présent, ça, et j'ai presque l'impression, j'ai envie de dire que Candyman, malgré tout, répond contre les clichés de l'homme noir, qui ne s'occupe pas de sa famille, parce que pendant tout le film, il essaie de réunir de sa famille, en fait. Quoi, vrai, tu vois. Et dans le 2, c'est la même chose. Il essaie de mettre le bébé ensemble, la mère de l'enfant ensemble, avec les pires des tactiques possibles. Mais on doit donner du crédit à Candyman quand même pour être un homme noir moderne qui s'occupe de sa famille. Merci Candyman. Merci. T'es vraiment con. Mais c'est vrai qu'ils ont un rapport assez... Pour revenir avec le premier, tu sais, c'est vraiment comme ils cherchent ça. Il cherche à réunir sa famille. Vraiment. Il cherche à réunir sa famille et à comme reconnecter avec Hélène en pensant que c'est comme sa femme qui l'a perdue, tu sais. Ouais. Puis aussi... là, je vais fast-forwarder au Candyman de Jordan Peele. Le film n'est pas sorti. Le film était supposé sortir au mois de septembre. Ils l'ont repoussé au mois d'octobre à cause de l'hostie de calice de COVID-19. Là. On va voir notre Candyman en 2021. 2021, zarement, je vais attendre 2021 pour regarder ça. En tout cas, tu sais, comme si on allait attendre tout ce temps. Jordan Peele, please. I could pay $20 to watch it in my ça, crib. C'est le truc qui vont sortir à Halloween en plus en 2021. Mais yo, j'avoue, c'est long. Mais c'est long. Tu sais. Mais en tout cas, tu vois, pour dire que même dans la version 2021, j'aime pas ça dire ce mot-là, là, mais comme, il y a aussi 2021? Hélène. Ouais, j'aime pas dire 2021. Tu vas être obligé de le dire au bout d'un mois. On dirait que ça existe pas, tu sais. C'est drôle. Je sais que les auditeurs nous filent aussi. What is 2021? Is it real? But anyway, tout ça pour dire que même dans ce film-là qui va sortir dans longtemps, il y a aussi une Hélène encore présente. Puis si on analyse bien, moi et Julien, on a pris du temps. Là, on a analysé décortiqué le trailer. Le trailer, on a décortiqué. Comme ça, crac, 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 pour savoir. Puis on a vu dans les crédits sur Wikipédia qu'elle allait avoir Hélène allait être de retour. Oui. Et il y a aussi Todd Tolly. Il y a Todd Tolly qui va être... on ne sait pas ce qu'il va faire, mais il est dans le film. Donc Candyman original va être dans le film présent. Il va aussi y avoir le personnage Anne-Marie McCoy, qui est jouée par Vanessa A. Williams, qui est la mère du petit enfant. Ouais. Je sais plus, c'est le petit enfant qui se fait sauver à la fin. Je crois que c'est le petit enfant qui se fait sauver à la fin, qui est toujours la mère d'un des personnages principaux. Donc l'enfant a grandi et c'est son histoire qu'on va suivre aussi. Donc ils ont vraiment pas cassé ils ont pas essayé de refaire la franchise en fait. C'est vraiment la continuité du 1, du 2 et du 3, ce qui est plutôt cool quand même, parce que souvent ils nous remanient un peu l'histoire et ça perd un petit peu de l'essence originale. Donc là ils ont vraiment comme respecté l'esprit de Candyman. Ça se passe toujours dans le même quartier, il y a cet aspect de gentrification. Le personnage, c'est comme genre le petit Renaud avec son petit bonnet rouge, c'est un photographe, donc tu vois, c'est un peu le hipster quand même. Mais, dans la galerie d'art, quoi. On parle de gentrification, mais malgré tout, il y a une chose qui bouge pas. Candyman, il reste et il défonce tout le monde. C'est vrai. Quoi, tu vois, donc c'est quand même assez symbolique. Et il est un peu plus comme un sous-ton politique, un petit peu plus que dans les premiers, même si l'aspect de la race et de là où il habitait, ça a toujours fait comme grandement partie de l'histoire, en fait. Puis même, en parlant de gentrification, petit bonnet au-dessus des oreilles, comme ça, là. Tu sais, je sais, on a décortiqué le trailer, puis je trouvais ça spécial, qui ramène l'espèce d'invocation de Candyman dans une espèce de concept de galerie d'art, qu'il y a plein de miroirs et tout le monde doit se mettre devant le miroir pour dire Candyman 3 fois. C'est tellement genre gentrifié. Conceptualisé. Gentrifié. Une espèce de légende urbaine, du hood. Genre, c'est vraiment, ça me fait rire. Mais ce que j'ai vraiment trouvé très clever, point de vue music supervision, dans le trailer, t'avais say my name, en version toute warpée. Ouais, c'est bon. Ouais. Ça, c'était vraiment cool. Bon, ça donnait un côté glauque à une chanson qui fait crier toutes les filles dans les clubs. On sait très bien, on est DJ. Ça fait très ghetto gothic un petit peu. C'est ça, j'ai vraiment aimé ça. Là. C'est mon name. Non, moi j'ai vraiment hâte, j'ai vraiment très hâte de le voir. Oh, wow.
Donc, pour revenir au premier Candyman aussi, il y a plein de choses qu'on pourrait quand même débriefer. Déjà, le côté mystique de genre la maison construite sur le cimetière. Donc, on revient sur les classiques de films d'horreur, comme on peut penser à Amityville, par exemple. Donc, c'est toujours cette peur du tribal qui va venir nous attaquer. Mais tu sais, mais la peur du tribal qui va venir nous attaquer, cimetière, maison construite sur des cimetières, tu sais à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser à la crise d'Oka. Tu comprends? Parce que la crise d'Oka, en gros, c'était, tu vois, des gens qui voulaient, des Blancs, qui voulaient construire un terrain de golf sur un cimetière ancestral autochtone. Tu comprends? Tu sais, ça me fait vraiment penser à ça. Ouais, cette histoire, ça, c'est une histoire qu'on connaît, quoi. Il doit y avoir des millions d'histoires qu'on ne connaît pas. Quoi. Ouais, tu sais. Puis comme, ça me fait vraiment penser à ça. Même l'idée, pour moi, de construire quelque chose sur un cimetière... Tu sais, je sais pas, c'est comme... Non. Genre... Parce que le Cabrini Green, j'ai fait un peu de recherche sur l'histoire du quartier. C'était comme... tu sais, c'était un peu vendu comme la nouvelle façon de vivre à l'époque, le nouveau concept que les gens adoraient, en fait. Aimaient vraiment habiter là-bas, quoi, tu vois. Donc, c'était pas, à la base, c'était pas un truc ghetto, quoi, du tout, quoi. C'était fait pour... il y avait dans les années 40, je crois qu'il y avait genre 71% de gens qui habitaient qui étaient caucasiens. Donc, on dit pas caucasien en passant. Non, ça se dit pas ça? Pourquoi? Parce que c'est comme le mont Caucase dans la Bible. Ouais. C'est super biblique pour séparer les gens. Puis j'ai appris ça en travaillant. Donc on peut plus dire Caucasity of the Week? On peut plus dire ça? Non, tu peux plus dire ça. Ouais, mais même moi, je dis de Caucasity. Techniquement, ça se dit pas. Ça serait genre... ça serait pas vraiment bien. Mais je sais pas, je voulais juste plugger ça pendant que tu disais ça. Bon, d'accord, je voulais juste éviter... je voulais trouver un synonyme parce que je dis toujours blanc et comme j'ai pas envie que les gens se sentent pointés du doigt. Ouais, mais déjà ça, OK... Tu sais que le fait que les personnes non blanches se sont tout le temps fait dire vous les Noirs, vous les Arabes, vous les Chinois, vous les ci, vous les ça. Raison de plus pour pas utiliser la même recette. Non, mais tu sais, si on prend ça dans notre côté extérieur, c'est que nous, on s'est jamais fait individualiser. On n'a jamais été comme un individu, genre Julio, genre Aïcha. C'est tout le temps les Noirs. Puis tu vois, puis tandis que quand les Blancs sont tellement fait habitués à se faire individualiser quand ils font quelque chose de mauvais, jamais on va dire publiquement les Blancs. C'est vraiment pas des mots que les gens disent. Fait que c'est pour ça que même nous, on est comme inconfortable à dire ça. Non, je suis pas inconfortable, c'est juste que on est devant un micro et que j'aime juste imaginer d'autres mots pour décrire la même situation. Mais je me sens pas mal à l'aise non plus. Quoi, tu vois. C'est ça, mais ça, c'est de la tu sais... Caucasien. On peut pas dire ça, mais bon. Tant pis. Donc il y a toujours ce petit côté un petit peu on va se faire réattaquer par la spiritualité des gens qu'on a oppressés. Donc c'est toujours un espèce de mythe en fait, quoi, tu vois. Mais ça, j'aime ça. Qui revient dans beaucoup de films d'horreur en fait. Quoi. J'aime ça. On va se faire attaquer par la spiritualité des gens qu'on a colonisés. Je trouve ça très profond ce que tu dis. Parce que tu sais, un des premiers... Il y a plusieurs moteurs qui font en sorte que t'as enclenché la colonisation. Ouais, genre, combien d'histoires on a entendu c'était construit sur un cimetière et je vais dire Première Nation mais on connaît l'expression. C'est le plot de beaucoup d'histoires d'horreur. Puis même assimiler les autochtones, tu sais, et même les afro-descendants se sont tellement fait assimiler au point de vue religieux. Ça, c'est le dernier step. Quand t'as réussi à faire ça, ça veut dire que t'as tellement cassé la personne que même dans sa spiritualité, dans ce en quoi elle croit, ce qui l'a vraiment l'unit avec la nature, parce que, tu sais, c'est vraiment ça qui nous rend, I guess, là, selon moi, qui fait qu'on est spirituel. Ben, quand t'as cassé ça, t'as vraiment bien assimilé les gens, puis ça veut dire que, tu vois, t'as fait ton travail de colon. On peut construire au-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Exactement, tu sais. Puis, tu sais, je veux pas parler des Autochtones, 'cause I'm not, mais comme... ça fait en sorte que leur rapport avec la nature est comme cassé. Fait qu'ils savent pas, tu vois, ils sont aveugles, tu sais. Avec ça, ils ont moins de contact. Ça veut dire qu'ils sont plus malléables. Les afro-descendants, nous, on sait bien comment l'Église a détruit les Noirs. Catholique détruit. Tu vois ce que je veux dire? J'entends des trucs, là, les gens qui se font, genre, encore jusqu'à ce jour, là, que brainwash par des pasteurs. Non, mais dans nos communautés aussi, c'est pas rare tu sais, que ça crée beaucoup de divisions aussi dans nos communautés aussi. Tu sais, c'est un peu malaisant quand tu vas dans une maison super religieuse. Moi, je te dis, je suis pas regardé comme le petit enfant de cœur, alors que je suis bien pépère, quoi. Quel enfant de cœur? Je suis bien pépère en vrai, quoi. Tu vois, donc.
juste parce que je vais pas à l'église tous les dimanches, donc ça c'est des stigmas qui restent aussi quoi. Mais pour en revenir au film, le côté genre la peur de l'occulte, toujours ce côté un peu l'esprit maléfique qui va venir attaquer la maison parfaite avec les beaux enfants, etc. Donc c'est toujours comme un stéréotype un petit peu des films d'horreur. Et en parlant d'autres stéréotypes de films d'horreur dans le film, malgré tout, même s'ils sont un peu plus dilués, tu pourrais comparer aussi Candyman à Frankenstein. Comment ça? Parce qu'il est né de l'horreur en fait. Il a été créé par l'horreur. Il a été créé par le fait qu'on a coupé sa main, les abeilles et le miel, tu vois, il est revenu. Donc oui, sa création fait partie de la mort du personnage initial, mais on le crée à partir de l'horreur en fait, c'est ça, parce de la cruauté. Daniel Robitaille est mort, mais Candyman est né à travers quelque chose de complètement horrible. Exactement. Mais malgré tout, il veut toujours réunir sa famille en zigouillant quelques personnes sur la route. Donc, dédicace à Daniel Robitaille pour son obstination. Et aussi, peut-être quelque chose que je ne savais pas, que le rôle à la base il était prévu, c'était Eddie Murphy qui devait faire. Ah ouais, ton gars! Mais il coûtait trop cher, là, donc. Mais ça n'aurait pas été bien. Hein? Non, ouais, parce que ça enlève un peu le. Tu sais, c'est bien que ça soit pas une personne connue en fait. Ça aurait comme enlevé de son sérieux, tu sais. Moi aussi, je pense que c'était une bonne idée de pas l'avoir. Ouais, je pense pas que ça aurait été un classique si ça aurait été Eddie Murphy qui aurait joué le rôle. Et aussi, quelque chose de classique aussi dans les films d'horreur, les scènes, on va dire, les plus marquantes du film se passent toujours dans la salle de bain. Le nom de Candyman 5 fois dans le mur de la salle de bain. Le fait qu'ils vivent un petit peu, tu sais, quand ils poussent les murs et qu'ils peuvent communiquer avec la pièce mystère. Ça fait très Psycho, Bloody Mary, donc, tout ça. le premier film d'horreur dans la scène mythique de Psycho sous la douche avec le couteau. Donc la douche est toujours sur cet endroit très intime. Où on est très vulnérable, on est tout nu et il va nous arriver les petits, genre un ralenti sur un rideau de douche, voilà quoi, ça rend tout le monde anxieux. Et eux, toutes ces scènes de films sont basées vachement dans la salle de bain aussi, donc je pensais vachement à Hitchcock quand je regardais ces trucs-là. En fait. Puis en plus, tu sais, dans la scène de Psycho, on voit pas forcément le tueur. Ouais. On voit pas forcément le tueur, fait que ça donne aussi cette espèce d'inquiétante étrangeté. Puis c'est vraiment à la fin le drain avec le sang qu'on comprend que il l'a poignardé et tout ça. Sinon, on n'a aucune... c'est subtil. C'est vraiment subtil, mais c'est vraiment comme effrayant. Ouais, t'sais. C'était comme... C'est toujours imité de nos jours, malgré que c'est une des premières scènes d'horreur qui a jamais été tournée, mais ça a toujours ce genre d'impact, quoi, tu vois. Et quand j'étais au film school, là, on a fait genre un cours complet juste sur ce scène-là. Ouais, non, ouais, c'est balèze. C'est balèze. Et toujours, pardon, on va pas éditer ça, j'imagine. En matière de légendes urbaines aussi, le film est vraiment une ode aux légendes urbaines. Quand tu vois le mari qui étudie les légendes urbaines à l'université, le petit dîner qu'ils ont au restaurant avec les gens de l'académie. Il y a toujours un parallèle entre les académistes fascinés par les légendes urbaines et le quartier, etc. Ils ne croient pas vraiment, mais ils sont comme intéressés quand même. C'est comme des histoires un petit peu, comme des contes de fées un petit peu pour eux qu'ils étudient, qu'ils aiment débriefer. Le mari horrible d'ailleurs de Hélène, qui la trompe avec une de ses étudiantes et qui revient. Donc ils étudient ça donc à l'université et c'est un thème qui revient tout le temps. Les légendes urbaines sont le fond du film en fait. Mais je trouve ça spécial. Mais c'est parlé que de façon académique. Je trouve ça spécial quand l'académie rejoint l'espèce de urbain, tu sais. Je trouve ça vraiment particulier parce que souvent, c'est des gens qui ont aucun contact avec vraiment ce monde-là, puis qui font juste le scruter à la loupe, puis faire des analyses basées sur des principes académiques. Ouais, ça fait un peu égyptologue dans le délire, tu vois. J'aime pas vraiment ça. Ça me fait vraiment penser au sujet de la semaine passée, là, quand tout le monde disait le N-word partout à la télé. Tu sais. Ouais, c'est ça, les Franco. Et dédicace. We don't know, but we're gonna say it because, we're
academics. Des deux côtés de l'Atlantique. La liberté académique. Donc, ouais, on a beaucoup de légendes urbaines qui reviennent. Donc, déjà, Candyman 5 fois, ben, c'est comme un petit peu un dérivé de Bloody Mary, genre Bloody Mary, etc., etc. Et donc, c'est juste un remix de ça. La légende du Hookman, dans tous les pays, il y a une histoire de genre du tueur au crochet, les rasoirs dans les bonbons pour Halloween, quand Hélène va dans la petite grotte, qu'elle découvre tous les bonbons emballés avec des lames de rasoir à l'intérieur. Donc, c'est que des histoires qu'on a tous entendues rabâcher, genre, oh, j'ai entendu dire ça. Donc, toutes ces petites histoires reviennent toujours un petit peu dans le film, quoi, tu vois. Et aussi, Hélène aussi, elle répond aussi à un cliché comme classique de la légende urbaine ou du film d'horreur. C'est, au bout d'un moment, qu'elle est accusée et qu'elle ressort de prison, elle est quand même mise dans une espèce d'asile psychiatrique où elle s'échappe. Donc, c'est toujours la patiente tourmentée. Et à la fin, on sait plus trop si c'est la victime ou si c'est Candyman, ou si elle est de mèche avec Candyman. Tout ça devient un peu blurry. Donc, pour reparler du film, du nouveau Candyman qui sort, donc on remarque que c'est l'esprit de Candyman qui va de corps en corps, en fait, quoi. Tu vois, il y a pas de... Ils essaient de tuer Candyman, mais tu peux pas tuer Candyman, en fait, mais quoi. tu peux pas tuer le tourment de Candyman. T'imagines un gars qui se fait couper la main, mettre du biwak sur lui, il doit se regarder mourir, la femme qu'il aime et tout, séparé. Tu sais, c'est un tourment, là. Est-ce que Candyman représenterait un trauma? Candyman représente complètement un trauma. Toutes les histoires de fantômes, c'est un trauma, en fait, quoi. Mais là, c'est plus qu'un fantôme. C'est l'énergie qui reste, en fait. C'est comme un fantôme qui tue, tu sais. Il fait pas juste te hanter, il fait ouh, il tue, tu sais. Ouais, comme ça. Et donc, les seules personnes qui sont épargnées normalement dans le film, comme Hélène, ou dans le 2 et le 3 et le nouveau, parce que dans la scène du nouveau trailer qu'on a disséqué, là, il y a une scène où il y a 5 filles devant un miroir, qui sont un peu en mode niaiseux dans les toilettes, et elles disent Candyman 5 fois, et il y a une personne, juste avant qu'elles disent le dernier Candyman, il y a une personne qui s'enferme dans les toilettes, et qui assiste, qui ne voit pas, mais qui entend juste les sons d'horreur des gens qui se font tuer, et on peut déjà imaginer que ça va être la future Hélène, que ça va être la future personne accusée, à tort, d'avoir tué les 5 personnes. Ou est-ce qu'elle est possédée par Candyman? Est-ce que c'est elle la victime? Donc il y a toujours ce petit côté un petit peu... Ou c'est peut-être elle l'enfant, je pense, parce que quand j'ai checké sur Google... Non, parce que le nom, c'est Anthony McCoy, et sa mère, c'est Anne-Marie McCoy. Donc c'est sûr qu'ils font partie de cette famille-là. Mais en même temps, j'ai pas vu le film, c'est un trailer, donc j'ai peut-être tort. Hey, j'ai tellement hâte que ça sort, là. Jordan Peele, if you're listening tu vois, on fait du spoiler, mais hypothèse spoiler, tu vois, genre... Hypothèse spoiler. C'est quand même fou, quand même. Hypothèse. Le film n'est pas sorti, les mecs font non, c'est pas ça. Il reste combien de temps, là? Je pense qu'on peut wrap up bientôt. Une demi-heure. On est à peine une demi-heure? Est-ce que je peux raconter des choses? Ouais. OK. Ben, tu sais, je voulais vraiment raconter une histoire d'horreur. Because it's the spirit. Cette histoire est arrivée à l'ami d'un de mes amis. Non, techniquement, cette histoire est arrivée à ma mère. Donc là, ma mère m'a raconté une sale histoire, mon gars. OK? Raconte. Donc là, OK, c'est vraiment spooky. Croyez-moi, c'est vrai. Genre, ma mère, elle travaille... j'ai grandi à Montréal-Nord et tout. Ma mère, elle a fait beaucoup d'interventions, genre, auprès des gens, psychologiquement, elle est psychologue de formation. Et genre, au mois d'août 2009, c'est ça, au mois d'août 2009, Freddy Villanueva est décédé. Désolée, j'ai mash-up ton nom. Rest in peace. OK. Puis genre, ma mère a donné beaucoup de soutien psychologique à la mère de Freddy Villanueva et tout ça. OK. Puis avec un groupe de pilleurs qui s'appelle Milagro, ils avaient été au bureau de la police pour faire comme des trucs, pour changer les choses, parce qu'il y avait beaucoup de tensions entre les policiers et les jeunes à Montréal-Nord. Comme, c'était vraiment genre to the roof, OK? Puis ma mère, elle était là devant comme le chef de police de Montréal-Nord, d'autres policiers, puis les gens du groupe de pilleurs, tu sais. Puis là, elle a demandé à un des policiers, elle lui a dit... J'aimerais savoir, parce que c'est à ce moment-là, quand Freddy est décédé, un mois après, ils ont commencé le groupe Eclipse. Puis le groupe Eclipse... Ouais, le groupe Eclipse, c'est genre un groupe, là, escouade anti-gang. Puis ils sont partout où est-ce qu'ils peuvent voir, tu vois, des gens de minorités qui font du trouble, entre guillemets. OK? C'est vraiment un groupe, je trouve, qui est juste là pour faire du profilage racial, au final.
OK? Puis c'était vraiment que ça qu'il faisait principalement, que vraiment trouver les méchants qui sont dans le crime organisé. Fait que là, il a demandé à un des policiers, pourquoi vous avez fait le groupe Eclipse? T'sais, on essaie de comme rallier les policiers avec les jeunes pour pas qu'il y ait de tension. Puis elle était vraiment calme, elle a juste demandé, ils sont dans un meeting, t'sais. Le gars, il fait, pas te le dire, moi, pas de tes affaires. Puis là, elle est comme, non, mais je veux savoir, là. Tu sais, elle était un peu comme, ben là, pourquoi tu me réponds comme ça? Elle était comme, ben, c'est moi qui paye des taxes pour que tu aies une job, je veux savoir, t'es devant moi. Puis là, après, le monsieur, il a un peu de l'attitude avec elle. Il est comme, non, là, va écrire à telle personne, puis tu lui demanderas. Là, ma mère, elle a tapé sur la table. Chiche. Puis elle a dit, genre, elle s'est dit, je vais parler son langage. Elle a dit, hey, tabarnak, là, tu vas me respecter. Moi, quand je te parle comme du monde, tu vas me parler comme du monde, là. On s'inquiète, on veut savoir. T'es là devant moi, on discute. Puis là, le chef de la police de Montréal-Nord, tu sais, c'est un gars qui connaît ma mère depuis longtemps. Ma mère est vraiment impliquée depuis, genre... associatif, etc. Ouais, ma mère est impliquée à Montréal-Nord depuis les années 90, genre mon père aussi. Puis bon, on s'entend, on est en 2009, là, fait que ça faisait déjà, je sais pas moi, 17-18 ans qu'il était impliqué dans la ville. Puis lui, il l'avait jamais vu ma mère se fâcher comme ça. T'sais. Puis après ça, elle s'est fâchée, puis elle a dit, vous savez, un jour, là, on est à Montréal-Nord. Un jour, vous allez arrêter un petit jeune, puis vous allez pas savoir. Les Haïtiens, là, quand ils font la vengeance, là, ils vont pas frapper. Ils vont pas frapper, ils vont pas rien faire. Mais à un moment donné, vous allez prendre un petit enfant, puis la mère, là, elle va se venger en faisant du vaudou. Elle dit, je suis sûre que ça va arriver. Puis là, tout le monde était un peu genre... choqué, ah ouais. Freeze. Tu comprends ce que je veux dire? Wow. En plus, c'est dans les années vaudou de ma mère. T'es en train de balancer les dossiers de ta daronne, toi. Non, mais c'est chill, I guess. Donc là, OK, il y a un jeune qui se fait arrêter pour aucune raison, OK? Puis eux, ce qu'ils aimaient faire aussi, c'est faire honte aux parents en arrêtant, bon, dans les HLM, en arrêtant l'enfant devant tous les parents. Ouais, parce que comme ça, c'est l'humiliation ultime pour la génération des parents immigrés, c'est sûr. Exactement, c'est genre ultime humiliation, les phares qui roulent, l'enfant qui est comme menotté, les phares qui roulent, puis comme il reste là pendant 20-30 minutes, puis il y a comme rien, ils font son procès. T'as volé, mais l'enfant a rien volé, comme il a rien fait, tu sais. Puis la mère, elle avait une rage, mais cette mère-là elle est connue dans le quartier pour être, tu vois, dans le vaudou, mais en mode satanique. Wow, okay? Mais qu'est-ce qui se passe à Montréal-Nord, bordel? Et là, genre, qu'est-ce qui s'est passé, c'est que l'enfant, il s'est fait arrêter et tout ça. Elle a dit, jamais vous allez faire ça à mes fils! Et là, elle a fait une grosse cérémonie vaudou. Elle a demandé aux ancêtres. Wow. Elle a demandé aux ancêtres, donnez-moi justice. Si mon fils a vraiment rien fait, donnez-moi justice. Et protégez mes fils. Et alors, 7 jours plus tard, 2 policiers sont décédés dans un accident de voiture. Waouh! T'es sérieuse? Ouais, les policiers qui ont fait ça sont décédés dans un accident de voiture. C'est complètement ouf. Et là, le chef de la police de Montréal-Nord a appelé ma mère. Il a dit, t'avais raison, Katia. T'avais raison. What you know about that? Ouais, je m'attendais pas à ça, man. Je m'attendais vraiment pas à ce genre d'histoire. Puis, oh oui, OK. Après, j'ai une autre histoire. Parce que là, on a parlé beaucoup de légendes urbaines. Ouais. Puis bon, là, j'ai envie... Je t'ai jamais raconté ça, je pense. Mais à Montréal-Nord, on a une légende urbaine. C'est laquelle? Ben, le chat, non? Non, j'ai entendu parler de ça. Dans le sens, OK, à Montréal-Nord, il y a tout le monde. Je pense que les gens les plus vieux, qui ont à peu près ton âge, là, dans la quarantaine... Chill, yo. Hey, you still look young, you still look fat. You still fat. Mais même ces gens-là, ils connaissent cette légende-là. Donc, il y a un chat à Montréal-Nord qui dit « Get maman! » Pour ceux qui savent pas, c'est comme un peu genre... c'est une insulte, là, tu sais. La plus haute insulte en créole. Le chat, il fait quoi déjà? Get maman! Fait que t'as la légende du chat qui dit « Get maman ». Tout le monde connaît cette légende-là. OK, j'ai envie de rencontrer ce chat. Puis, il y a plein de gens... Moi, je l'ai pas vu. Ma mère, elle a vu le chat. Je connais plein de gens qui ont vu ce chat-là. Je te jure! Il y a un chat qui dit « Get maman » dans le coin de Pelletier. OK, Pelletier, en Bourassa. Si vous connaissez le chat Get Maman, contactez-nous au bulletindescoudiens.com. C'est vrai, il y a un chat qui dit « Get maman ».
Je te dis! Puis c'est comme la légende du chat qui dit qu'à ce moment, tout le monde connaît le chat. Oh my God. Bon, il se passe beaucoup de choses à Montréal-Nord, donc le reste de la ville n'est pas au courant. C'est genre, ouh, puis comme même les thugs, ils ont peur, ils sont comme, oh shit, c'est le chat qui dit quand get ils vont arriver au bout de la rue, c'est comme, oh merde, c'est le chat get maman, faut qu'on bouge du bloc, les gars, il y a le chat qui dit get maman. Tu sais, c'est fou, c'est un truc vrai. Je te dis, là, j'aimerais faire des films d'horreur québécois, s'il vous plaît, de ce genre. I could be the next Jordan Peele, the Quebec Jordan Peele. Je pense qu'on a de la matière pour faire notre propre Bonbon Man. Ou, comment tu vas dire ça? Ça serait ouf, là. Déjà, les deux histoires, c'est bon. C'est bon. Déjà que les deux histoires, Zarma, je te jure que je fais un film. Mais c'est mon accent marocain-belge. Oui, je suis sûr que les Marocains apprécient. Belgo-marocain. Merci de préciser. Et donc, Aïcha, écris-nous. Écoute, on a un film d'horreur qui peut se passer à Montréal-Nord. On a l'histoire d'un chat. Oui. On a l'histoire des policiers qui se sont fait jeter un sort. C'est full actuel. Je pense qu'on a de la matière. Je te dis. On a de la matière. À chaque fois qu'on fait un épisode, on peut sortir avec un film. Quoi. Oh, oui. Dormez, quoi, tu vois. Ouais, je te dis. Ils sont où? La Sodec, let's go. Let's go. Mais, tu sais, mais le truc, le chat qui dit « Get maman, Julio », tu peux demander à mes cousins. J'ai des cousins, là. Des cousins qui ont genre 45 ans. Mes cousins qui ont mon âge et tout. Tout le monde connaît l'histoire du chat qui dit « Get maman ». Tout le monde connaît une personne qui a vu le chat qui dit « Get maman ». Je te le dis. Je te le dis. C'est sérieux. À Montréal-Nord, là, tout le monde connaît ça. Bon, écoute, hein, c'est pas gars. Puis c'est vraiment un truc vraiment du hood. J'ai l'impression que les gens des autres quartiers, les gens de Saint-Michel. Dans tous les quartiers, il y a des légendes urbaines. Oui, quoi qu'il arrive. Exact. Les gens à Saint-Michel connaissent. Mais à Montréal-Nord, il y a un chat qui dit Get maman. OK? Et je suis pas là pour te contredire. Et ni Montréal-Nord, je sais ce que vous faites là-bas maintenant. Donc, je vais pas essayer de contredire l'histoire, OK? Happy Halloween, everybody. Happy Halloween. Donc, c'est quoi l'histoire? Comment tu vas faire Halloween, Aïcha, cette année, vu qu'on est tous confinés? Ben, j'ai pas le droit de le dire. Ok, excuse. J'étais là en mode... je vais te le dire après l'émission. Je venais en paix, mais bon, apparemment, il y a de l'ambiance qui se fait. Et coupez au montage. Ne nous retrouvez pas. OK? Non, mais c'est sûr que je vais m'enjailler à l'Halloween. Tu sais très bien, là. C'est comme... L'Halloween, c'est genre... Ouh, j'adore l'Halloween. C'est tellement cool. En plus, les Haïtiens, c'est la fête de Guédé le 1er novembre. Ouais, mais ça tombe bien. Je suis un enfant de Guédé, supposément. Selon ma lignée familiale, paternelle. Mm-hmm. Ouais. Tu veux expliquer ce que c'est Guédé, peut-être pour les gens qui ne sont pas initiés? Donc, les gens qui... Moi, je suis même pas initiée. Ah bon, tu sais ce que c'est au moins? Mais ouais, quand on dit initié, déjà, dans le vaudou, ça veut dire que t'as été initié à la religion. Ok, d'accord, je te capte. Ça veut dire que t'es vraiment, genre, initié au vaudou, puis c'est comme... Ou en tout cas, initié au vocabulaire, en tout cas. Ouais, c'est ça. Puis dans le fond, Guédé, c'est genre l'esprit qui représente la mort, mais en même temps la fête, tu vois? Ça a du sens. C'est vraiment comme un partier, mais en même temps, tu sais... Oui, dans le film qu'on a mentionné dans l'épisode 2, comment il s'appelle déjà le film avec... dans le film français, ouais, j'ai toujours pas Zombie Child. On va le regarder pour l'Halloween. Zombie Child, ouais, il y a une bonne représentation de Guédé. Je savais pas que c'était lui son nom, mais il est quand même fantastique dans le film. Wow. Et il est badass, il fait des trucs de fou et il danse en même temps. Mais c'est ça, mais je me ressens dans Guédé, puis le pendant brésilien, c'est Shango et Yansan. Puis c'est même quand j'étais au Brésil, là, au mois de février, là, ils m'ont dit que c'était ça. Là. Fait que c'est vraiment tout coordonné. Là. C'est ça. Là. C'est les esprits qui me guident. Bon, c'est la fête des morts, là, avant tout, là, à l'Halloween. Donc, ça ne représente pas tout le monde qui a envie de s'habiller en sexy fireman dans les autres pays. Là, à la base, mais faut pas s'habiller en la culture des autres. De préférence. De préférence. Et ouais, donc ça a quand même... donc ça rejoint pas mal Candyman au niveau des croyances et des spiritualités, etc., qui sont comme genre... ou des pratiques occultes, entre guillemets. Mais quand même, il y a beaucoup de contradictions dans ce film. On peut aimer ou détester. Il y a quand même pas mal de choses à critiquer. Mais... c'est spooky. Mais... Juste pour dire que c'est possible d'avoir un film qui est critiquable, intéressant, qui a été fait dans une time zone un peu bizarre
Et bizarrement, j'apprécie toujours le film, quoi. Tu vois, Ouais, moi malgré aussi, tout. j'adore. Je suis pas là en mode genre, yo, fuck Candyman. Non, tu non, vois, pas genre, du tout. Candyman is cancelled. Non, ça a toujours sa place en univers. c'est Ouais, bon. ça passe toujours bien. Ouais, regardez Candyman. T'sais, on sait pas si vous allez faire des parties illégaux samedi ou si vous voulez rester chez vous. Trick or treat. Trick or treat. Mais on vous conseille vraiment de regarder Candyman avec ces lunettes-là. C'est vraiment... juste le 1 puis le 2. Puis attendez comme nous le 4e. Ouais, le 3, il sert strictement à rien, quoi. Tu vois. Sans rien. Et aussi, tu savais que... C'est comment il s'appelle? Toby Todd, le... Ouais. Candyman. Candyman, ouais. Alors lui, Tony Todd, c'est un L'acteur. gros haineux. Comment? Alors j'ai entendu... Haineux de quoi? J'ai entendu une interview de lui. Hein? Et genre, il chiait sur la franchise, il parlait en mal du nouveau film, comme quoi il est pas assez dedans, blablabla, et alors qu'il est crédité et tout. Donc ça a l'air d'être un personnage quand même, il dit des choses assez problématiques et tout. J'ai écouté son interview sur Gilly the Kid, là, et j'étais comme excité de l'entendre et tout, parce qu'on allait faire un épisode sur Candyman et tout. J'étais comme genre, je pense que je peux pas trop utiliser ce qu'il dit, et c'est pas très intéressant ce qu'il dit, donc je vais laisser ça tranquille. Mais il est pas mal énervé, le mec, quoi. Oui, en fait, quoi. c'est vrai. On a écouté cet épisode-là dans le bas, là. Mais il était vraiment, genre, vénère. Il est fucking intense, le mec, man. C'est un fucking haineux. Il parlait de la merde de tout le monde, quoi. Tu vois, Mais c'est pas Candyman qui parlait. Je pense que c'était l'enfant qui jouait. Oh, c'est ça. Ok, d'accord. Pour moi, c'est Candyman. C'est ça, c'est l'enfant qui joue. C'est pour ça qu'il se plaignait de pas être encore dans les. C'est ça, ouais. D'accord. Parce qu'il pouvait jouer le rôle principal du gars avec la capuche. Ouais. Que je me souviens pas c'est quoi le nom de cet acteur. Moi non plus. Mais bon, tu sais, on va mettre ça dans les. Mais ouais, c'est ça, c'est lui qui se plaignait. On va même mettre son visage ici. Bon. Est-ce qu'on wrap up? We wrap it up. So, on était vraiment content de vous inviter dans notre monde spooky. Happy Halloween. Happy Halloween. T'as pas de recommandations à faire en matière de... Oui, j'ai une recommandation à faire. Of course, I'm a Halloween queen and of course, a black Halloween. 2 films à recommander ici. OK? Premièrement, Lovecraft Country, c'est fini. OK? Fait que c'est temps de le binge-watch. Très bonne fin, d'ailleurs. Est-ce qu'il va y avoir une saison 2, tu penses? Je sais pas. J'ai l'impression que c'est le genre de show que Rest in Peace. Je sais pas. J'aime pas quand une saison finit, faire comme ça va revenir. Moi, je serais content si ça s'arrête là, en fait. C'était très bien. Parce que qu'est-ce que tu vas faire après ça? Tu vas faire que la fille, elle est dans le futur, elle revient, elle voyage dans le temps, c'est too much. Il y a tellement de trucs à faire. Il y a tellement de possibilités à faire. Il y a tellement de trucs à faire. Maintenant, il peut faire sur la... En tout cas... Comment la petite fille qui se balade avec sa main futuristique, elle a son petit monstre avec lui. Tu sais, c'est comme trop... Mais tu spoil tellement tout, là. Mais non, c'est pas un spoiler, c'est des hypothèses. Il y a rien qui s'est passé. OK. Ben, déjà, il y a Lovecraft Country sur HBO qui peut être vraiment intéressant pour ceux qui veulent binge-watcher quelque chose d'horreur. C'est pas une recommandation que j'ai jamais faite, ça. Tu vois ce que je veux dire? J'ai jamais recommandé ça, oui. Mais les 2 autres films que j'aimerais recommander, c'est ça. Il y a Antebellum qui est disponible sur Amazon Prime. C'est un film encore produit par les mêmes producteurs qui ont fait Get Out et tout ça, mais il n'y a pas Jordan Peele là-dedans, je pense. Puis c'est un film avec Janelle Monáe. Janelle Monáe qui est un docteur en sociologie, vraiment belle. Puis là, tu sais, elle parle sur une chaîne américaine pour vraiment dénoncer le racisme systémique. Puis là, elle se fait kidnapper. Je pense que j'ai spoilé. Bon, regardez le film. Oh, fuck! Non, bon, elle se fait kidnapper par des Confederates. Puis, c'est ça, il arrive plein d'affaires fucked up. C'est bon, je regarderai ça. Sinon, l'autre film que j'ai vu avec le gars préféré de Julio, j'ai vu un film qui s'appelle Bad Hair. Bad Hair, c'est sur Hulu. OK. Puis, dans le fond, c'est un espèce de film d'horreur série B, OK, sur une fille afro-américaine qui travaille pour une chaîne télé. Puis, elle a toujours les cheveux naturels parce qu'elle est traumatisée de sa première perm qu'elle a fait, qu'elle s'est brûlée les cheveux. Fait que là, elle veut genre plus se mettre les cheveux droits. Elle veut toujours se mettre les cheveux naturels. Puis dans le milieu de la télé, la série se passe... Le film se passe dans les années 80. Fait que, tu sais, dans les années 80, avoir les cheveux naturels, c'était genre or. C'était
pas du tout accepté, même pas dans la communauté noire. Fait que là, son employeur, qui est Vanessa Williams, lui dit if you wanna upgrade and be an executive producer, you need to get some weave, girl, get a weave. Puis là, elle se met une perruque, puis sa perruque, elle vit. T'sais, sa perruque attaque les gens et tout. What? Toutes les perruques de tout le monde attaquent les gens. C'est vraiment comme... C'est tellement sick. Il y a Vanessa Williams, il y a Usher, il y a Kelly Rowland. C'est capoté. Ceux qui aiment les... Moi, j'aime ça, les films d'horreur série B, là, quand c'est genre tellement gore que c'est genre too much. Puis que quand c'est tellement tiré par les cheveux, justement, bad hair, que j'ai vraiment adoré ça. C'est traficable ou... Demandez Hulu, on n'a pas ça au Canada. Là, changez vos VPN. Ben, moi, ma recommandation, ça serait un truc un peu horreur, mais assez rigolo, un peu psychédélique. C'est Kuzo, le film d'horreur de Flying Lotus. Oh non, moi, il m'a donné envie de chier puis de vomir en même temps. Ben, merci de chier sur ma recommandation. Je m'excuse, on parle. Ok, ben voilà. Ben, regardez-le si vous voulez, en tout cas. Oh non! Aïcha, elle aime pas. Mais Kuzo, c'est cool. Les visuels sont quand même cool. C'est assez barré. Oui, c'est dans le. Ça fait peur. C'est Zach Fox là, tu vois. Donc oui, il y a un petit côté pipi caca là, tu vois. Mais oui. c'est quand même absurde là. C'est assez psychédélique. Et ouais, c'est sur un ton un petit peu plus léger et ça passe bien pour pour Halloween aussi, quoi, tu vois. Je m'excuse d'avoir dit ça. Tu dis ce que tu veux. T'es libre de tes pensées, Aïcha. Okay. Elle a la liberté d'expression, hein. Elle doit dire ce que je veux. Elle doit. Ouais. À un certain degré, ouais. Je sais. Non, donc, mais, ouais, Kuzo, ouais, c'est pas mal. Mais je vais expliquer aux auditeurs pourquoi j'ai dit que ça m'a donné envie de chier. OK? C'est vraiment pas une figure de style. C'est vrai. Parce que le sound design... Yo! Je fais plus ça au micro, s'il te plaît. Mais c'est ça, le film. Ouais, je sais. Mais c'est drôle. C'est bien Avec fait. genre des pustules et tout. Grave, les yeux comme ça dans les mains et tout, genre. Ouais, mais c'est à l'image de sa musique, on va dire, quoi. J'étais un peu triste parce que j'ai vraiment un vrai crush sur lui. Je voulais que ce soit le père de mes enfants, tu vois. T'es pas obligé d'aimer ce qu'il fait tout le temps. Stephen, why you did this to me? Bon, ben voilà, c'était ma recommandation. Donc, on peut wrap up maintenant, j'imagine. Ben oui. On se revoit la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à notre épisode. On a des vedettes encore. Une vedette ou des vedettes? Des vedettes. Ok, j'aime pas quand tu dis des vedettes, ça minimalise un peu leur. Tu vois? Ça fait un peu genre petite vedette. Non. On aurait dit qu'ils chantent au bal musette du quartier, tu vois. Non, mais c'est juste pour niaiser. C'est vraiment un truc vraiment keb de dire des vedettes, on a des vedettes. Ouais, bon, en tout cas, on a un artiste la semaine prochaine et on est très content de parler avec lui. On vous réserve la surprise, donc Tune Up. Pour le bulletin des cousins, la semaine prochaine, c'était Julio Mendy. Et Aïcha. À la semaine prochaine avec les louanges. Bye. Bye.